Bonsoir à tous, donc bienvenue à la cinquième séance de ce séminaire Institut des Amériques, perspectives transaméricaines, donc un webinaire qui se tient à peu près tous les mois, mois et demi. Je vous rappelle le principe, donc sont invités ou se présentent des collègues qui ont envie de travailler ensemble, de discuter autour d'une thématique qui croise bien évidemment les espaces américains. Ce soir, donc sans plus de solennité, je vais donc passer assez rapidement la parole à nos trois intervenantes. Une première discutante, donc Caroline Cerda Guzman, que je vais vous présenter dans quelques instants, puis qui va expliciter un petit peu le propos, le projet qu'elles avaient en discutant toutes les trois autour d'une thématique. Et ce soir, donc le choix, c'est l'affirmation juridique et politique des peuples autochtones. Et c'est ce qui nous réunit, je pense, aussi dans l'assistance, puisque nous sommes nombreux à s'intéresser à ces questions. En comparant peut-être aussi dans les espaces, différents pays ou espaces américains, ce qui se fait. Nous aurons ce soir donc la présentation du cas du Canada avec Tamara Termitus. Et puis, on réfléchira aussi au cas argentin, au cas chilien, puisque Carolina Cerda Guzman est maître de conférence en droit constitutionnel à l'Université de Bordeaux, où elle travaille à la fois sur le droit français, mais le droit latino-américain. Et donc, elle est spécialiste de ces questions-là aussi, puisqu'elle suit le processus de la constitution actuellement au Chili pour voir un petit peu donc, la place que vont prendre ces peuples autochtones. Doivent-ils être dans la constitution? Ont-ils des droits spécifiques? Et puis, est-ce que ces droits se suffisent en eux-mêmes ou est-ce qu'ils doivent être complémentés parfois par une justice réparatrice, comme c'est le cas actuellement au Canada? Donc voilà un petit peu les questions qui vont nous occuper ce soir. Donc je passe la parole à Carolina. Je vous remercie toutes les trois d'être présentes ce soir et puis de nous faire part de vos recherches actuelles aussi sur une thématique qui est très vibrante, on va dire, dans les Amériques en ce moment. Alors merci à vous trois et Carolina, je te passe la parole. Merci beaucoup, Françoise. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de faire une présentation de ce séminaire et des intervenantes, je tenais avant tout à formuler mes plus sincères remerciements à l'Institut des Amériques pour l'organisation de ce séminaire, mais aussi pour avoir sélectionné ce thème. Et à cet égard, je vais insister sur le rôle qu'a joué Jeanne Solofriso, vous allez entendre dans quelques instants, puisque c'est vraiment elle qui a eu l'idée de proposer ce thème et c'est elle qui a joué un grand rôle dans la conception de ce séminaire. Alors, comme cela a été indiqué, le thème que nous allons traiter ensemble est celui de l'affirmation juridique et politique des peuples autochtones. Et à notre grand étonnement, celui-ci n'avait été encore que trop peu traité dans le cadre de ce format d'échange jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, si on devait lister un sujet transaméricain par excellence, je pense que la question des peuples autochtones serait incontestablement dans cette liste. Alors peut-être parce que c'est un biais cognitif chez nous trois, parce qu'on s'intéresse à ces thématiques, mais il n'en demeure pas moins que l'histoire en partie commune de ce continent et de ces peuples nous invite à aborder ce sujet. Euh, les conséquences de ce qu'on a tendance à appeler ici, vu d'Europe, la découverte, avec ces grands guillemets, la découverte de ce continent par les Européens, ont des traces encore aujourd'hui dans la reconnaissance de l'histoire et des peuples, des membres de ces peuples. Or, la manière dont cette histoire et ces droits sont reconnus dans chacun des États américains varie énormément d'un pays à l'autre. Cette diversité des reconnaissances face à une réalité qui est plutôt commune se reflète déjà dans les noms qu'on a pu donner au fil du temps aux peuples autochtones. On a pu passer de l'appellation impropre et grossière d'Indiens ou d'Indigènes, puis on est passé à Native Americans, Native Nations, on est passé de communautés autochtones à peuples autochtones, voire à peuples originaires. Mais la diversité va évidemment plus loin. Certains États du continent continuent à propager le mythe d'une nation unie et uniforme sans reconnaître nécessairement une place dédiés à ces peuples dans la construction ou même dans leur définition de l'État. C'est en grande partie le cas du Chili, le pays d'où je suis originaire et que connais le mieux. D'autres reconnaissent l'existence de ces peuples autochtones à travers des droits collectifs. Ils peuvent être plus ou moins développés. D'autres vont encore plus loin et affirment que ces peuples autochtones et leurs droits doivent être reflétés dans la définition de l'État, et ça à nouveau avec une intensité qui est diverse. Certains États peuvent alors se définir comme multiculturels, alors que d'autres parlent de plurinationalité. Donc vu de loin, cela peut paraître un peu complexe et difficile à appréhender. Pourtant, n'oublions pas que la France partage aussi ces problématiques dans ses outre-mer.
mais aussi pensons, en tous les cas c'est ce que nous pensons, hein, que comprendre les droits des peuples autochtones est une autre porte d'entrée pour réfléchir à la question des minorités, quelles qu'elles soient, et donc à leurs droits, à la question de l'exclusion et de l'inclusion, la question de la mémoire et de la réparation de cette mémoire, la question des droits individuels, mais aussi des droits collectifs, et qui sont donc tout autant de questions qui sont très actuelles, mais aussi très, très importantes vues d'ici. Alors, dans la mesure où il était impossible de pouvoir vous donner un aperçu complet de cette question dans l'ensemble du continent, nous avons fait le choix, comme l'a dit Françoise, d'identifier pour vous deux cas d'études plus particuliers qui se trouvent être aux deux extrêmes de ce continent, celui du Canada tout au nord et celui de l'Argentine tout au sud. Et pour ce faire, nous allons écouter deux intervenantes passionnantes et je vais vous les présenter. D'une part, nous écouterons Tamara Termitus, qui est chercheuse au sein du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l'Université McGill et qui a été défenseur des droits du Canada. En tant que spécialiste des discriminations, son intervention aura pour objet de mettre en exergue les solutions proposées par le système juridique canadien. Puis ensuite, nous écouterons Jeanne Solofriso, qui est actuellement doctorante en droit constitutionnel à l'Université de Buenos Aires et qui, dans le même temps, suit un master de droit public du numérique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et son intervention portera sur l'intersubjectif autochtone et la manière dont il peut nous amener à repenser l'État et les libertés en partant du cas argentin. Donc, j'espère avoir fait honneur à nos deux intervenantes et de vous les avoir présentées sans avoir commis d'erreur. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Tamara Termitus. Alors, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier l'Institut des Amériques pour la possibilité de faire cette présentation. Comme l'a souligné ma collègue, j'ai été partie à l'exercice qu'on a appelé le règlement des pensionnats indiens. Et j'emploie le mot indien ici à escient parce que c'était l'expression qui était employée à l'époque. Et donc, c'est pour cela que j'emploie ici le mot indien, bien que ce mot, comme le soulignait ma collègue, a des conséquences différentes aujourd'hui. Alors, je vous parlerai de la découverte, pas longtemps, puisque ma collègue l'a déjà fait. Ensuite, je vous parlerai de l'héritage des pensionnats indiens, des obstacles historiques à la compréhension de l'héritage des pensionnats, les recours possibles, le règlement du recours collectif, ainsi que les derniers développements et une des solutions proposées récemment par le chef des Premières Nations. Alors, comme le soulignait ma collègue, euh, l'Amérique, Christophe Colomb a découvert l'Amérique, comme vous le savez tous, et pour pouvoir justifier l'emprise de l'Europe sur le territoire, il a invoqué la théorie de la terra nullius, comme vous le savez. Cette théorie a évolué, puis elle a permis, entre autres, à justifier l'occupation du territoire américain en spécifiant que l'État qui n'était pas occupé par les peuples civilisés était donc la possession de la couronne espagnole dans le cas de Christophe Colomb. Ce n'est qu'en 2023 que cette théorie a été désavouée par le pape qui a reconnu que les bulles papales fondées sur la théorie de la terra nullius n'ont pas reflété de manière adéquate l'égalité et de dignité des droits des peuples autochtones. La Terra-Nullius n'est pas étrangère au contrat racial. Rappelons que le contrat social est un accord portant sur les obligations politiques et morales entre l'État et les individus, conférant à l'État l'autorité sur l'individu ainsi que les responsabilités quant au maintien de l'ordre. Pour Charles W. Mills, le contrat social, de par sa nature, est un contrat fondamentalement racisé, un contrat racial. Ce contrat repose sur trois préceptes: la suprématie blanche, voulant que les valeurs et les normes des peuples d'origine européenne soient supérieures à celles des autres peuples, et est à la fois locale et mondiale et sévit depuis des siècles. Cette suprématie doit être considérée comme un système politique. En tant que système politique, cette suprématie peut être théorisée. Il s'agit d'un contrat racial. Les philosophes politiques ont construit les théories en utilisant la classification raciale et les Européens blancs étaient associés à l'esprit, à la pleine conscience, à la rationalité. Quant aux personnes racisées, elles étaient jugées inaptes, voire incapables de former ou d'entrer pleinement dans le corps politique.
C'est notamment dans le contrat racial que la politique des pensionnats indiens trouve sa justification. Lors de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones, un des thèmes qui revenait constamment était celui des conséquences dramatiques sur les nations autochtones de la politique des pensionnats indiens. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre une politique qui visait à éduquer les enfants autochtones. Cette politique d'assimilation forcée avait comme prémisse qu'on ne pouvait pas tuer l'Indien, mais qu'on pouvait tuer l'Indien dans l'enfant. Pour ce faire, le gouvernement a extirpé les enfants de leur famille et de leur communauté afin qu'ils fréquentent les écoles résidentielles. Au 19e et 20e siècle, il y a près de 130 000 pensionnats au Canada, répartis dans la plupart des provinces, à l'exception du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard. En forçant les enfants à abandonner leur langage, leur culture, leur spiritualité et leur mode de vie, cette politique visait à assimiler les peuples autochtones à la culture européenne. Les expériences des pensionnats indiens sont truffées de violations de droits de la personne reconnues par les conventions internationales. Les sévices perpétrés l'ont été tant par l'État que par les entités religieuses. Sur une période de 150 ans, ces violations des droits de l'homme ont été commises à l'encontre d'au moins 150 000 enfants, de leur famille et de leur communauté. Le racisme systémique fondé sur leur constat racial a donné un terreau fertile à ces violations, qui étaient individuelles, comme le soulignait ma collègue tout à l'heure, soit les sévices physiques, sexuels, psychologiques ou encore spirituels, ou encore collectifs, comme les pertes de langue et de culture, la perte de la famille, la perte de la communauté et les dysfonctionnements intergénérationnels qui en découlent. 30 des survivants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats indiens ont été victimes d'abus physiques et sexuels. Une résonance française. Ma collègue tout à l'heure a souligné également, elle a lu ma présentation, n'est-ce pas? Je pense pas, mais bon. Ma collègue a souligné tout à l'heure l'expérience française. Alors, j'ai regardé ça sommairement, sans être spécialiste, mais j'ai constaté que les Kanaks avaient fait des représentations auprès des revendications indépendantistes en ce qui a trait au traitement qu'ils ont vécu dans les écoles, traitements qui sont grandement similaires à ceux vécus par les enfants canadiens, les enfants autochtones canadiens dans le cadre des pensionnats. L'école a été utilisée comme un vecteur d'assimilation. Il y a eu dans ces écoles-là une méticulosité du dressage. L'instauration d'une politique des corps et des esprits apparaît comme l'objectif de l'éducation. Le legs colonial est tout aussi palpable que dans le cas des pensionnats indiens. Des obstacles historiques à la compréhension de l'héritage des pensionnats, la compréhension limitée du contexte propre aux Autochtones, notamment à leur tradition juridique, rend l'accès à la justice pour les Autochtones difficile, voire même impossible. Les dommages qui en découlent de la tragique aventure coloniale ne se limitent pas à des dommages physiques et psychologiques. Afin de tenter de reconstruire la relation, il fallait trouver un moyen de reconnaître, voire indemniser les dommages spirituels, linguistiques, culturels, sociaux, non seulement pour les survivants et leurs familles, mais aussi pour l'ensemble des peuples autochtones affectés de façon quasi irrémédiable par cette politique. Pour que justice soit rendue, il faut tenir compte du contexte culturel et des traditions de justice autochtone afin de rétablir l'équilibre perdu à la suite des agressions coloniales. Le cadre d'analyse gouvernementale découle des décisions de la Cour suprême. Un des objectifs du règlement des pensionnats était de reconstruire la relation. Pour ce faire, il fallait tenir compte de certains principes qui se dégagent notamment de certaines décisions de la Cour suprême. On peut qualifier ces principes des 7 R. La reconnaissance de la place historique des peuples autochtones, le respect du statut constitutionnel unique distinct des peuples autochtones, la réparation des torts historiques, comme l'illustre l'accord politique sur la tragédie des pensionnats, la réceptivité, soit l'obligation de consulter les peuples autochtones, la représentation pour lutter et remédier à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice criminelle, soit comme délinquants ou comme victimes, la réconciliation en tant que dynamique sous-jacente au processus au processus et aux résultats comme objectif important, et le renouvellement de le cadre d'une relation égalitaire qui découle de l'application de ces 6 principes.
De nombreux survivants ont entrepris des recours en responsabilité civile. Plusieurs actions collectives ont été déposées contre le gouvernement du Canada à la fin des années 90 et au début des années 2000. Il s'agissait d'actions collectives et ou individuelles où les survivants se sont adressés aux tribunaux. Mais dans ce cadre-là, les survivants ont fait l'objet, ont fait face à des obstacles juridiques importants qui avaient pour effet de les revictimiser. Les délais également étaient un obstacle. Il aurait fallu plus de 50 ans aux tribunaux pour disposer de l'ensemble des réclamations. Par ailleurs, le droit canadien, tant la common law que le droit civil, ne prévoit pas de dédommagement pour les sévices de nature systémique ainsi que les effets découlant des choix politiques. Considérant la nature des violations pour arriver à une solution dans l'ensemble des actions collectives, un accord politique est intervenu entre l'Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada. Cet accord était nécessaire afin d'envisager les dommages non compensés par les systèmes de justice, les systèmes juridiques traditionnels. De nombreux rapports et statistiques démontrent que le système judiciaire n'est pas exempt de racisme systémique, notamment à l'égard des Autochtones. La justice ne pouvait être donc centralisée entre les mains des avocats et des juges n'ayant aucune compréhension des dynamiques sociales auxquelles les Autochtones sont confrontés. Puisque le dommage découle de politiques coloniales, les Autochtones devaient être partie prenante pour arriver à une solution acceptable pour les survivants. Il s'agit là de l'application de la justice épistémique qui consiste à accorder une importance aux connaissances des victimes ayant subi des injustices. Leur expérience permet de mettre en œuvre des solutions qui répondent à leurs besoins. Et si la voix des survivants était centrale dans la résolution du contentieux. Dans le cadre des négociations du règlement des actions collectives, l'Assemblée des Premières Nations a mis en œuvre un processus de consultation et de délibération afin d'obtenir l'aval des communautés autochtones. Le recours à ce mode de gouvernance a permis de s'assurer que les processus légaux impliquaient non seulement les survivants des violations, mais aussi les victimes intergénérationnelles. Les solutions envisagées devaient être en mesure de reconnaître l'ensemble des violations telles que vécues par les Autochtones. Des aînés ont été impliqués dans la définition du mandat de la Commission de réconciliation afin que leur enseignement des traditions juridiques autochtones soit inclus dans ce mandat. Le règlement devait être holistique, comprendre des éléments de réparation, reconstruction pour ultimement établir de véritables relations entre les peuples autochtones et les Canadiens et les Canadiennes, soit poser les jalons menant à la réconciliation. Les recours possibles. Le droit criminel. Le droit criminel ne permet que la reconnaissance officielle d'un crime. Le rôle de la victime se limite à celui de témoin. Puisque le fardeau de la preuve est celui de hors de tout doute raisonnable, considérant les crimes qui avaient été commis il y a plusieurs décennies, une condamnation devenait quasi illusoire. Certaines plaintes ont été déposées contre les agresseurs auprès des forces de l'ordre avec un succès mitigé. Toutes les personnes ayant commis des agressions sexuelles n'ont pas été poursuivies et notamment certains agresseurs étant décédés. Ce système ne permettait pas de tenir compte de l'ensemble des sévices suivis par les survivants. Réparation pour les survivants quand on tient compte de la justice civile. La justice civile, soit la responsabilité civile, vise à compenser le préjudice physique et certains préjudices psychologiques subis par la victime en la mettant dans la position dans laquelle elle se trouvait avant que le préjudice ne se produise. Les réparations prennent la forme d'une indemnisation financière. Par ailleurs, la possibilité d'obtenir une juste compensation dans les cas graves d'atteinte à la dignité, dans un contexte où les demandeurs sont autochtones, est illusoire, notamment en tenant compte du racisme systémique mentionné précédemment. La responsabilité civile est une réparation inadéquate, comme elle ne tient pas compte des éléments systémiques, tout comme le fait le droit criminel. Les principes du droit international, rappelons que ce sont des enfants qui ont subi ces multiples préjudices et sévices. Les principes de droit international, notamment, reconnaissent les violations à diverses conventions, notamment qui couvrent les questions de droits civils et politiques, le droit à la non-discrimination, le droit à la vie, le droit des enfants, dont celui de ne pas subir de violences sexuelles ou de traitements cruels
inhumains ou dégradants. Devant la nature des violations subies par les Autochtones, les principes de droits de l'homme consacrés par le droit international sont utiles. En cas de dérogation à ces principes, l'État a le devoir de prévenir les violations, d'enquêter sur celles-ci, de prendre des mesures appropriées contre ceux qui ont contrevenu. En l'espèce, l'État était au cœur des violations. S'inspirant des travaux de Van Boven, les Nations unies ont adopté les principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à une réparation des victimes de violations flagrantes du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Bien que ces directives ne sont pas juridiquement contraignantes, elles sont utiles pour développer une réponse aux violations. Le cadre de réparation se décline ainsi: indemnisation des victimes, réhabilitation en fournissant des services médicaux, restitution afin de rétablir la victime au sein de la société à la suite des violations, présentation d'excuses, établissement de la vérité, notamment par des commissions de vérité et réconciliation, imposition de sanctions contre les auteurs, création d'éléments de commémoration et mise en place de réformes afin que de telles violations ne se reproduisent jamais. Les théories critiques ont aussi alimenté l'analyse pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que posait l'héritage des pensionnats indiens. On pense ici à la théorie critique de la race, à celle de l'intersectionnalité, ainsi qu'aux théories qui sont connues sous le nom de Tribal Theory. Ces théories critiques remettent en question les structures du droit qui subordonnent certains groupes historiquement dévalorisés, ainsi que la présumée neutralité du droit. Au lieu d'une approche du droit qui ignore la construction de la race ou encore de l'autochtonité, ces théories préconisent qu'on en tienne compte. La situation intersectionnelle dans laquelle se trouvent les femmes autochtones a été également considérée. Ainsi, la théorie juridique féministe autochtone qui considère le vécu des femmes marginalisées et exclues, rendues invisibles par la législation coloniale et les forces socio-historiques, a été prise en compte. Les théories critiques ont permis d'envisager des solutions différentes, des réparations qui vont au-delà des systèmes du droit conventionnel. La justice réparatrice fondée sur les principes de justice autochtone. La justice réparatrice préconise, comme le soulignait encore une fois ma collègue, la justice réparatrice préconise un changement de paradigme dans la conception de la justice. Au lieu de valoriser la justice inquisitoire ou contradictoire, elle met l'accent sur la reconstruction des relations afin de rétablir l'harmonie sociale. La vision du monde des peuples autochtones prend acte des interconnexions entre tous les éléments de la communauté. Elle met en relation toutes les personnes touchées par les actes répréhensibles afin de répondre holistiquement au sévisme tout en tenant compte des besoins des survivants. La justice réparatrice donne la parole aux survivants et à leurs familles ainsi qu'aux communautés. Ainsi, les principes autochtones sont au cœur de cette justice. Elle s'écarte de la justice punitive fondée sur la vengeance pour tendre vers une justice fondée sur la guérison. Ainsi, je vais m'excuser une seconde. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça fait ça? Petit problème de batterie. Petit problème de batterie. Je m'excuse. Alors, je disais, ainsi, les valeurs de guérison et d'inclusion, de transparence et de réconciliation ont conduit à envisager un éventail beaucoup plus large de réparation. Dans ce contexte, le gouvernement et les entités religieuses ont dû écouter et tenir compte des besoins des Autochtones, ainsi céder une partie de leur pouvoir afin de permettre aux Autochtones d'exercer leur autonomie, ce qui était crucial dans les circonstances eu égard aux violations subies. Le règlement du recours collectif, un règlement qui s'alimente de diverses traditions juridiques. En 2006, 105 000 survivants et leurs familles ont réglé leurs réclamations avec le gouvernement du Canada et les entités religieuses dans le cadre du règlement du recours collectif. Ce règlement illustre comment, dans des sociétés postcoloniales, et l'héritage qui découle du colonialisme peut, après qu'il y ait eu une reconnaissance des torts par ceux qui les ont commis, développer des stratégies pour pouvoir les réparer. Une telle démarche ne peut être viable sans qu'il y ait une réparation multidimensionnelle tenant compte des multiples torts subis. Les composantes du règlement
le paiement d'une expérience commune. Ce paiement visait à reconnaître l'expérience des Autochtones dans les pensionnats, des enfants autochtones, c'est-à-dire qu'une somme de 10 000 était versée pour la première année et 3 000 pour les années subséquentes. Les survivants, en moyenne, ont bénéficié d'un montant de 28 000 La création d'un fonds d'éducation, soit une somme de 350 millions visant à financer l'éducation des Autochtones. Les excuses Les excuses ont été reçues et acceptées sur le parquet de la Chambre des communes par les chefs autochtones. C'était très important que les chefs autochtones soient présents. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses négociations pour que cela arrive, puisque ça ne faisait pas partie des règles de l'époque. Donc, des cérémonies autochtones ont entouré les excuses, permettant de reconnaître l'importance de la culture autochtone par une manifestation publique de reconnaissant les peuples autochtones et les respectant. En 2022, le pape a présenté ses excuses sur le sol canadien, soit, soit à peu près une dizaine d'années après les excuses qui ont été présentées aux Autochtones par le gouvernement. C'est en 2007, les excuses, pas plus que 15 ans après les excuses du gouvernement fédéral. Un mode alternatif de règlement des différends accélérés a été mis sur pied qui tenait compte de l'intersectionnalité. La commission de vérité et de réconciliation a été créée. Le processus de vérité et de réconciliation était une partie intégrante de la réponse holistique à l'héritage des pensionnats. La commission est un processus non accusatoire, coopératif, éclairé par les traditions autochtones. La commission de vérité et réconciliation donne un contexte au paiement d'expériences communes en permettant aux survivants qui le veulent de partager leur récit. Sans cette possibilité, les versements d'indemnisation pouvaient être perçus comme des paiements visant à acheter le silence avec les effets délétères que l'on connaît, à savoir la qualification des sommes comme étant du blood money, c'est-à-dire de l'argent qui serait comme sale. L'objectif est d'établir de nouvelles relations fondées sur la reconnaissance et le respect public. La vérité sur l'expérience des Autochtones contribuera à libérer les esprits, à établir une histoire qui tient compte de toutes les voix, une histoire qui n'est pas écrite que par les vainqueurs, mais dans laquelle les vaincus ont participé. Pour Phil Fontaine, chef national de l'Assemblée des Premières Nations, il ne pouvait y avoir de règlement sans commission de vérité et réconciliation, élément de l'entente qui est porteur de transformation sociale. La commission a reçu plus de 7000 déclarations des survivants et de membres de leur famille. Plus de 155 000 personnes autochtones et non autochtones ont assisté à ces audiences publiques. En 2015, la commission a déposé son rapport final auprès du premier ministre du Canada. Le rapport final établit 94 appels à l'action. Ces appels à l'action ont été conçus pour s'attaquer à la discrimination systémique en réformant les politiques et les programmes à tous les niveaux du gouvernement, soit fédéral, provincial, municipal et autochtone, dans un effort concerté pour réparer les dommages causés par l'héritage des pensionnats. Ultimement, le rapport souligne que la réconciliation nécessite un changement structurel au sein de la société canadienne. Le gouvernement a accepté les appels à l'action et s'est engagé à les réaliser. Un centre de recherche a été créé, centre de recherche qui assurera la préservation des archives de la Commission de vérité. La Fondation de guérison a bénéficié d'un financement supplémentaire afin de répondre aux besoins des survivants. Les objectifs de cette fondation sont de créer des liens avec d'autres organismes de santé et de services sociaux du gouvernement provinciaux, territoriaux et autochtones, et aussi de renforcer la capacité des Autochtones à répondre à leurs besoins de guérison à long terme en tenant compte des pratiques autochtones. En bref, le règlement des pensionnats indiens constitue une innovation quant à la façon d'aborder les réclamations pour d'importantes violations des droits de la personne. Les systèmes traditionnels de justice que sont la common law et le droit civil ne permettent pas de compenser toutes les violations subies. Force est de constater que ces systèmes ont des limites intrinsèques. En outre, ils ont justifié des violations des droits de la personne en donnant leur aval à l'esclavage et au colonialisme. Les expériences vécues par les Autochtones dans les pensionnats trouvent leur fondement dans le colonialisme, la discrimination et le racisme structurel.
Comment le droit peut-il agir comme outil de reconstruction sociale face à des violations des droits de la personne? Comment reconnaître les préjudices, dont les préjudices intergénérationnels? Ce sont à ces questions que le règlement des pensionnats indiens a tenté de répondre en puisant dans diverses sources de droit afin de compenser les victimes directes et indirectes et ainsi reconnaître la totalité de l'expérience des pensionnats indiens. Alors, ainsi, le règlement est un précédent qui élargit les horizons quant à la façon de régler les litiges fondés sur des discriminations sur le racisme, héritage, et, sur le racisme et ainsi que l'héritage du colonialisme. Dernier développement, ça c'est moins drôle, mais bon, c'est la vie. Sur les 94 appels à l'action, aujourd'hui, seulement 13 ont été complétés. Si le Canada continue à ce rythme, il faudra encore 58 ans pour que les appels à l'action soient achevés en 2081. Ça, c'est selon un rapport Call to Accountability of 2023 Statute Update of Reconciliation par le Yellowhead Institute. D'ailleurs, cet institut a décidé de ne pas continuer à suivre les recommandations parce que les espoirs qu'ils avaient dans la réalisation de celle-ci sont vains. Par ailleurs, ça c'est plus positif, la Cour suprême récemment, c'est-à-dire au mois de février, de ce mois-ci, c'est-à-dire, dans le renvoi relatif à la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations et des Inuits et des Métis, la Cour suprême avait à statuer sur la constitutionnalité des normes législatives nationales visant la protection des enfants autochtones, dont la constitutionnalité était contestée par le gouvernement du Québec. La Cour prend acte du fait que le préambule de la loi réfère aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demande au gouvernement de mettre en œuvre les déclarations des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans le cadre de la réconciliation. Le préambule souligne également que la Commission de vérité et réconciliation a lancé des appels à l'action demandant au gouvernement fédéral, provincial et autochtone de travailler ensemble pour le bien-être des enfants et demande l'édiction de dispositions législatives fédérales qui établissent des normes nationales à cette fin. La Cour souligne que la protection de l'enfance en contexte autochtone constitue un domaine non seulement du Parlement fédéral et dans lequel les provinces peuvent agir, mais aussi où leurs actions devront être concertées. Le Parlement évite ainsi les aléas des négociations constitutionnelles, les lenteurs des règlements par traité conclus à la place entre la Couronne et chacune des diverses collectivités autochtones concernées et les inévitables conflits associés au règlement par les tribunaux. La Cour reconnaît que la législation constitue un acte de réconciliation législative de la part du gouvernement fédéral. En guise de conclusion, quelle véritable justice, quelle véritable réconciliation peut-on attendre? Selon Phil Fontaine, qui parlait à l'Université McGill au mois d'octobre dernier, la véritable réconciliation constituerait l'abolition de la loi sur les Indiens, une option visant à reconnaître les peuples autochtones comme l'un des peuples fondateurs et à promulguer une loi quasi constitutionnelle qui vise à reconnaître ces Autochtones comme peuple fondateur, puisque l'article 35 de la Constitution semble insuffisant. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai fait le tour rapidement, mais je pense que c'est important de parler de cette question. Il y a quand même des innovations dans l'approche qui peut être utile, non seulement en matière autochtone, mais aussi en matière de droits de la personne. D'ailleurs, ce règlement a influencé le recours collectif qui avait été entrepris contre le gouvernement canadien par le groupe LGBTQ des fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement fédéral. Donc, il faut voir ce règlement-là comme étant une approche holistique qui traite des droits de la personne. Il y a des particularités autochtones qu'on ne doit pas négliger et qu'on doit défendre à tout prix. Mais également, ça nous permet une réflexion beaucoup plus large que les systèmes juridiques que l'on connaît. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment, Tamara Termitus, pour cette présentation et pour nous montrer tout le chemin parcouru et encore celui qui reste à parcourir au Canada. Et déjà, je sais que je vais vous poser une question sur ce dernier point que vous avez soulevé après que Jeanne Solofrizo aura pris la parole. Donc, je lui laisse tout de suite la parole à Jeanne Solofrizo pour qu'elle puisse nous faire sa présentation. Merci, Caroline.
Eh bien, je souhaite tout d'abord également remercier l'Institut des Amériques, Carolina Sada Guzman, qui a gentiment répondu à mon mail en juin, et Marie Merca, qui m'a permis de rencontrer Tamara. J'aimerais aussi remercier les universités qui m'ont accueilli en licence et qui m'ont ouvert à la question autochtone. D'abord, l'Université de Valparaíso au Chili, puisque j'étais au Chili en plein milieu du premier processus constituant qui, lui, accueillait les peuples autochtones. Carolina en parlera mieux que moi. Et puis, je suis restée en Amérique latine et été très bien accueillie dans le département de droit constitutionnel de l'Université de Buenos Aires, au sein de laquelle j'ai débuté un doctorat, et exactement sur un tout petit alinéa de 7 lignes, mais qui a des conséquences tellement immenses que je pense pouvoir aujourd'hui en faire 2 ou 3 doctorats, qui reconnaît des droits collectifs aux peuples autochtones. Eh bien, contexte rapide sur l'Argentine. Donc, la Constitution argentine est l'une des plus anciennes au monde, puisqu'elle date de 1853. On l'appelle la Constitution Histórica. Elle a été plusieurs fois réformée. Elle est restée intacte pendant la période dictatoriale, mais il n'y avait pas vraiment eu de changement pour le retour à la démocratie. Et en 1914, dans la décennie de ce qu'on appelle la Ola de los Nuevos Constitucionalismos, cette vague des nouveaux constitutionnalismes qui caractérise bien tous les changements constitutionnels qu'il y a en Amérique latine à ce moment-là pour la transition vers la démocratie. L'Argentine n'y manque pas, il y a une réforme qui est plutôt exceptionnelle, puisque, bon, même si elle est constituée majoritairement d'hommes, comme vous pouvez le voir sur cette photo, quelques femmes dans le paysage, mais très peu. Les peuples autochtones étaient présents, alors pas actifs, mais invités, ce qui représentait déjà un grand pas, puisque dans le texte de 1853, qui n'avait pas été modifié à ce niveau-là, le Congrès était responsable, je cite, hein, d'assurer la sécurité des frontières, de maintenir des relations pacifiques avec les Indiens et de promouvoir la conversion au catholicisme. Et il y a un virage à 90 degrés qui s'opère, bon, qui est fait donc uniquement par des personnes qui n'étaient pas autochtones. Donc c'est un virage dont aujourd'hui la doctrine et les praticiens du droit critiquent l'applicabilité, puisque les discriminations et l'exclusion sont toujours très présentes, et que c'est aussi une réforme qui s'est faite un peu à moitié, puisque le reste de la Constitution ne s'est pas adapté en conséquence. J'y reviendrai un peu plus tard. Bien. Je présenterai donc pas les apports de cette réforme pour la pratique et du droit et de la liberté politique des peuples autochtones en Argentine, mais plutôt pour notre droit à nous, qui est aussi l'angle qui me revient en matière de légitimité à aborder. Je ferai un court rappel sur les notions de liberté, positive, négative, ancienne, moderne. Je parlerai des 3 différentes notions d'égalité dans la Constitution nationale de 94. Je rapporterai la dissonance des droits collectifs autochtones avec le moderne, en expliquant bien ce qu'est le moderne, c'est-à-dire la pratique individuelle, dite subjective du droit. M'attarderai un peu plus sur l'article 75-17, qui est donc l'objet de mon doctorat et qui reconnaît ces droits collectifs, le voyant comme un laboratoire du contemporain en ce qu'il ne se conforme pas à une pratique subjective du droit. Et puis vous trouverez à la fin une petite bibliographie des auteurs que j'aurai utilisés si vous souhaitez aussi approfondir le sujet. Bien, donc très rapidement, la liberté ancienne, la liberté moderne, c'est français. C'est Benjamin Constant à l'Athénée royal qui prononce un discours, qui est rapporté en 1819 dans un tout petit livre. Et il oppose, par effet de la Révolution française, la liberté ancienne qui correspond à un État ancien au sein duquel les individus sont totalement assujettis au groupe, à la liberté moderne, qui est donc une ère, qu'on appelle donc ça l'État moderne dans lequel nous vivrions encore aujourd'hui, au sein duquel les individus ont des garanties individuelles face à l'État. Parce qu'aujourd'hui, le groupe n'est plus que l'État, alors qu'avant, c'était également l'Église catholique. Il y a une citation qui est intéressante en bas, qui est que donc, dans un État ancien, Benjamin Constant explicite,
les individus trop attentifs au bon partage du pouvoir social se dessaisissent de leurs droits et jouissances individuelles, tandis que les modernes, absorbés à la défense de leur indépendance et la poursuite de leurs intérêts privés, renoncent facilement au droit de partage, pardon, du pouvoir politique. Très important également de différencier la liberté positive et la liberté négative, qui est une distinction qui se fait à Oxford par Isaiah Berlin au XXe siècle, puisque lui expose que la liberté positive qu'on peut assimiler à la liberté ancienne est lorsqu'il y a une interférence, et une liberté négative quand justement il y a une absence d'interférence qui correspond à la première définition de la liberté moderne de Constant, qui est que justement les individus ont des garanties face au groupe et que le groupe n'interfère pas dans l'exercice de la liberté politique des individus. Aujourd'hui, nous vivons donc dans un système, par exemple, capitaliste néolibéral, au sein duquel l'individualisme est poussé à son extrême, qui serait donc une liberté négative et moderne. Dans la Constitution nationale des 1994, nous avons trois types d'égalité et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai réexpliqué ces concepts de liberté. Je vais commencer par reposer le principe d'égalité par les mots de mon directeur de thèse, qui est le professeur Raúl Gustavo Ferreira, qui a récemment posé que le principe d'égalité constitue une norme qui se fonde elle-même en s'imposant comme ligne d'action pour l'État lui-même. C'est-à-dire que le fait de reconnaître ou non certains principes d'égalité va altérer la génétique de l'État et par conséquent, évidemment, puisqu'on sait que de la Constitution naît toute la structure juridique et l'action collective, censée, ça a donc un impact important sur l'idéalité des objectifs communautaires. Donc, pourquoi nous existons, en somme, le contrat social et la manière de gouverner. Ces trois principes-là sont l'égalité comme non-discrimination que nous avons dans notre Constitution et que nous connaissons très bien puisque nous l'avons créée avec la Révolution française, l'égalité comme non-subordination de groupe qui existe mais qui n'est pas retranscrite directement dans la Constitution de la cinquième, et puis la igualdad como émancipation que j'ai mis en espagnol parce qu'elle n'a jamais été traduite, l'égalité comme émancipation qui est quelque chose qui a été très récemment théorisé dans la doctrine argentine. Sur l'égalité comme non-discrimination, très rapidement, puisqu'on la connaît très bien, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose dans son article premier que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça correspond aux droits civils et politiques, un droit strictement moderne, un droit négatif. On doit traiter tous les individus de la même manière. L'État ne doit pas interférer. Il s'agit d'une égalité formelle d'opportunité qui correspond, pour ceux qui ont étudié de la philosophie du droit, au premier principe de justice de John Rawls. Et dans la Constitution argentine, dès sa première version en 1853, l'article 16 dit: La nation argentine n'admet pas les prérogatives de sang ou de naissance, il n'y a pas de privilèges personnels ni de titre de noblesse en son sein. Tous les habitants sont égaux devant la loi, ce qui pose donc que la République argentine est une république moderne. Petite nuance qui est: les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ça n'est pas l'objet de ce séminaire du tout. Mais donc, on a une sorte de marge de manœuvre qui peut être opérée, ce qu'on appelle des critères raisonnables dans le droit argentin. Et j'ai donc renseigné la décision la plus récente et la plus impactante pour son appréciation. Cette égalité comme non-discrimination, elle est moderne parce qu'elle repose sur une pratique subjective du droit, comme la suivante, qui est l'égalité comme non-subordination de groupe, qui repose sur ce qu'on appelle des droits de deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, selon lesquels l'État doit intervenir de manière équitable, c'est-à-dire en donnant plus que d'autres, ce sont donc les politiques publiques, pour assurer une égalité matérielle d'opportunités. En somme, il faut rompre avec la doctrine universaliste selon laquelle il faut donner la même chose à tout le monde et définir des devoirs étatiques en matière d'adoption des normes et des politiques publiques
l'État doit être conscient qu'il y a des pratiques discriminatoires, qu'il y a des structures et qu'il doit agir pour s'efforcer de les réduire. Cette égalité, elle est introduite comme l'article qui est l'objet de mon intervention dans la réforme de 94. Et pour vous donner un peu une matérialité de ce que sont ces droits de deuxième génération, parle de reconnaître des droits particuliers aux enfants, aux femmes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes dont on connaît la discrimination structurelle finalement. Encore ici, c'est une pratique subjective du droit et dont on retrouve dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. J'ai oublié d'en faire mention pour l'égalité comme non-discrimination. Les textes auxquels on peut se référer pour ces droits de première génération, on a évidemment la DDHC, la DUDH, la Déclaration américaine des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et là, très intéressant, ce qui arrive en 94, l'alinéa 17 qui dit il incombe au Congrès, bon, beaucoup de choses, hein, puisqu'il y a beaucoup d'alinéas dans cet article, de reconnaître, entre autres choses, la préexistence ethnique et culturelle des peuples argentins, de garantir le respect de leur identité et le droit à une éducation bilingue et interculturelle, attention, pas pluriculturelle, mais interculturelle, reconnaître la personnalité juridique de leur communauté, ainsi que la possession et la propriété communautaire des terres qu'elles occupent traditionnellement. Nous qui sommes habitués à un droit que l'on pourrait qualifier d'occidental, cette propriété communautaire, elle est difficile à entendre puisque on est ancré dans une pratique subjective du droit et aussi de la propriété. On connaît très bien la propriété privée. On imagine mal qu'un groupe soit quelque part en autogestion de ses terres et possède une sorte de personnalité juridique. Donc on aurait un nouveau sujet, ça sera l'objet de ma prochaine partie. On n'a plus seulement l'État, les individus, on a l'État, les individus et un nouveau groupe qui se met là, qui n'est pas en concurrence directe, mais on perd cette structure verticale et on arrive sur une structure horizontale que moi j'appelle aussi l'ère contemporaine, au sein de laquelle donc, bah voilà, il y a ce groupe-là qui plus est, préexiste à l'État. Et là, la préexistence de l'État, elle vient justifier le fait qu'on leur reconnaisse ces droits particuliers-là, mais elle vient aussi faire totalement trembler la structure moderne, puisqu'on vient dire l'État avec un droit, l'État dont cet État dont le droit est importé d'Europe, finalement, c'est appliqué à des populations qui ont été totalement assimilées et détruites. Et aujourd'hui, nous essayons de réparer, bon, plus ou moins effectivement, en leur attribuant des droits particuliers et en reconnaissant qu'ils étaient là avant et que donc l'état dans lequel nous vivons est contaminé depuis sa naissance par une vocation assimilationniste. Pour revenir un peu sur cette chose que je faisais avec mes mains, sur l'horizontalité, il y a une phrase que j'ai rapportée d'un professeur anglais qui disait que la conceptualisation et articulation de ces droits, pardon, se heurte à la dichotomie conceptuelle individu-État, cette séparation subjective ou non subjective, moderne, qui a été maintenue dans les conceptions dominantes de la société humaine et qui a persisté dans la formulation des normes internationales, sauf que là, boum, on a quelque chose qui ne convient pas, qui n'est pas conforme à ce schéma juridique. L'égalité comme émancipation, elle a été théorisée par Silvina Ramírez, qui est professeure à l'Université de Buenos Aires, dans un article paru en 2012, La igualdad como emancipación. Ici, on se différencie des droits de deuxième génération parce qu'on ne cherche pas à éliminer ou pallier des différences, comme ce serait le cas avec des personnes en situation de handicap ou des femmes ou des enfants, mais on accepte ces différences-là, et vu qu'elles préexistaient à l'État, on décide de les reconnaître et de les honorer. Les droits collectifs, ici, ne sont pas non plus des droits de deuxième génération, puisqu'ils ont une pratique collective. Alors, je m'explique. Les droits de première génération, ce que je dis, donc l'État ne doit pas intervenir pour permettre de les assurer. Ce sont par exemple le droit de vote ou le droit à la manifestation, la liberté de penser. Ces droits-là, pour justement que les individus puissent les exercer, l'État doit rester en retrait. Les droits de seconde génération, ils viennent en complément en disant, bon,
Tout le monde n'a pas un même accès au travail, à l'éducation ou au logement. Donc, on va reconnaître un droit collectif au logement. Donc, la population a le droit de se loger. On met en place des politiques publiques, mais ces politiques publiques-là, on en jouit de manière individuelle. Comme le droit à l'éducation, on met en place l'école gratuite, mais cette pratique-là, cette pratique de ce droit à l'éducation est une pratique individuelle. Là, pour la première fois, on a un droit collectif qui se pratique de manière collective. J'en ai discuté avec Selina Ramirez. Elle n'aime pas trop que je parle de droit intersubjectif, puisqu'elle pense que justement, on tombe dans des travers modernes en revenant toujours à la subjectivité. Elle préfère droit collectif d'incidence personnelle. On les reconnaît, donc ces droits-là, donc la propriété collective des terres, le droit à exercer sa médecine, le droit d'avoir une éducation bilingue, comme ce sont des outils pour atteindre l'égalité réelle et se développer en toute autonomie et dignité. C'est-à-dire qu'on va voir ce dont ces personnes-là ont besoin et reconnaître dans le droit leurs exigences. Ce principe-là, il ébranle trop totalement la structure juridique moderne puisque il fonctionne sans hiérarchiser les valeurs, avec une prétention d'universalité. Il évalue chaque situation dans son contexte en fournissant des critères objectifs fondés sur l'analyse des conditions historiques qui se présentent. Et moi, je parle de pratiques intersubjectives du droit, une sorte de nouvelles relations entre le groupe et l'individu. Ça, c'est un tableau qui essaye de résumer le propos que je viens de vous tenir. Je ne vais pas pouvoir m'y attarder très longtemps. Donc, ces droits intersubjectifs sont des droits de troisième génération qui se caractérisent chez nous à un droit à un environnement sain pour que vous puissiez un peu comprendre si l'environnement dans lequel nous évoluons, mais un environnement de nature, pas un environnement familial, mais ça pourrait également l'être, euh, ne se porte pas bien, si nous ne résolvons pas la crise climatique, bien voilà, nous n'allons pas bien, nous ne pouvons pas bien nous développer. Et bien cette notion qu'il nous faut encore conceptualiser en droit et surtout en philosophie politique, serait donc de conceptualiser une nouvelle liberté qui n'est pas ancienne, qui n'est pas moderne, qui n'est pas négative, qui n'est pas positive, qui est la liberté contemporaine et qui viendrait justement accompagner la théorisation d'un nouvel État qui serait l'État contemporain. Bon, ça, bon, je le ferai dans probablement très longtemps, euh, très très longtemps, puisque la dernière personne qui a théorisé un État, c'est George Jelinek à Heidelberg. Il a théorisé l'État moderne, théorie juridique, théorie politique. Et l'idée ici est de prendre cette intersubjectivité pour arriver à un nouvel État. Ces droits collectifs autochtones reconnus dans l'article 75-17, ils ne sont pas conformes avec le postulat moderne de subjectivité. Un petit point sur des notions qui aujourd'hui encore ne font pas consensus du tout, mais faisaient consensus quand je l'ai étudié dans le petit groupe dans lequel j'étudiais. Donc je vous rapporte les notions que l'on m'a enseignées. Donc, il faut séparer la multiculturalité de la pluriculturalité, de l'interculturalité. Et encore dans la culturalité, on a aussi le côté nationalité. Vous avez dû entendre de plurinationalité, surtout dans la réforme de la Bolivie de 2008, si je ne me trompe pas, ou 2007, qui reconnaît la dimension plurinationale de l'État. Bon, donc, soit vous poussez cette rupture de la dichotomie individu-État en disant, bon, on a des groupes et ces groupes-là sont des nations. Et donc, on ne parle plus d'une seule nation dans un État, mais de plusieurs nations dans un seul État. Ça, c'est encore un débat complexe qui a posé grandement problème au Chili pendant le premier processus constituant. Là, on parle seulement de culturalité, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a différents groupes culturels au sein d'un même pays. Donc, on a multi, pluri, inter. La multiculturalité, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui officiellement, c'est-à-dire que nous avons une existence de différents groupes qui, dans la pratique sociale et politique, restent séparés, divisés, opposés, mais nous sommes toujours unifiés. C'est-à-dire que ça se passe souvent quand il y a eu beaucoup d'immigration. On a différentes cultures, mais nous sommes toujours un peuple uni. Sur la pluriculturalité, on passe au stade au-dessus, et souvent ça aide quand on reconnaît la préexistence d'une culture, c'est-à-dire qu'on ne vient pas dire, bon voilà, on a différents groupes qui bouillonnent un peu, mais à l'étage du dessus,
on est tous ensemble. Là, pour la pluriculturalité, on admet qu'il y a une coexistence des cultures et que on ne peut pas toujours mettre dans des petites cases et puis fermer la porte quand ça ne nous arrange pas. Sur l'interculturalité, c'est le seuil au-dessus qui dit qu'il y a une interaction qui reconnaît les asymétries sociales, économiques, politiques et de pouvoir, qui cherche à développer l'interaction des personnes, connaissances, pratiques culturellement différentes. Pour le dire de manière un peu directe, c'est comme ça, moi, on me l'a expliqué à Buenos Aires. La différence entre la pluriculturalité et l'interculturalité, c'est que la pluriculturalité, on reconnaît qu'il y a plusieurs cultures, mais c'est le bazar. L'interculturalité, tout le monde fait un effort pour que ces différentes cultures-là cohabitent correctement. Ce qui s'est passé surtout avant la réforme de 94, c'est une réforme, c'est pas une réforme, parce que c'est une réforme de l'Organisation internationale du travail en 89 qui modifie son ancienne convention, qui était la convention 107, qui dit que la présente convention s'applique aux peuples tribaux dans les pays indépendants, blabla, qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes, des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale. Donc là, déjà en 89, on a un texte qui vient reconnaître qu'on a un troisième sujet, qui n'est pas un individu, qui n'est pas un État, et qui a le droit à ce qu'on lui reconnaisse des droits particuliers pour pouvoir exercer ses coutumes, ses traditions qui leur sont propres. Effet de la Convention de Vienne, l'Argentine accueille dans son ordre juridique interne cette modification par la loi 24 71 en 92 en disant que les peuples autochtones s'identifient comme tels parce qu'ils descendent de la population qui habitait le territoire national au moment de la conquête, de la colonisation ou de la création de l'État. Donc, je me répète peut-être un peu, mais donc le peuple autochtone est ici compris dès la genèse de l'État comme étant un collectif consacrant son rapport ancestral à la terre comme au territoire. Il s'agit d'une marginalisation qui est structurellement différente à celle des femmes, des personnes en situation de handicap, par exemple, ou des personnes racisées. Problème ici, c'est que ces droits collectifs autochtones empêchent le cloisonnement des appartenances identitaires dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement être multiculturel, on doit être pluriculturel. Cette reconnaissance d'un troisième sujet, qui n'est pas l'État, qui n'est pas l'individu, c'est une nouvelle conception juridique du collectif qui a encore été peu étudiée. Ici, on estime qu'il y a deux libres déterminations ou autodétermination. On a l'interne et l'externe, et donc dans l'externe, ce serait l'interculturalité, c'est-à-dire la capacité de ce groupe à exister avec d'autres groupes, et puis la libre détermination interne, qui est la capacité d'adhésion au collectif autochtone. C'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir pour dire voilà les conditions pour que vous soyez reconnus comme descendants autochtones. Ce sont ces personnes-là qui doivent choisir, selon aussi des, pas elles qui choisissent, mais ce sont des groupes, des caractéristiques groupales qui leur permettent de s'identifier ou non à la communauté. Ici, ce qui se passe, c'est que l'ethnicité n'est pas une donnée de la simple subjectivité comme l'est l'adhésion à un collectif dans l'ère moderne. C'est-à-dire que on ne choisit pas d'adhérer à un collectif, pardon de le dire comme ça, autochtone. C'est un mauvais mot, mais vous allez comprendre. Un collectif autochtone, comme on choisit d'adhérer à un collectif politique. On descend d'un peuple autochtone qui préexiste à l'État. Ce n'est pas un choix. Et en conséquence, les discriminations que l'on subit, la manière dans laquelle on se construit est grandement impactée, puisque je l'ai dit plus tôt, l'État s'est construit dans une logique d'assimilation. Cette apparition d'un troisième groupe, elle pose problème, puisque du point de vue de l'anthropologie du droit, on était censé entendre l'ethnicité comme une nation, donc somme toute une nation, un État, et là on arrive à comprendre l'ethnicité comme l'appartenance à un groupe humain uni, qui peuvent être multipliés au sein d'un même État. Et là, c'est du plurinationalisme.
ce qui est très intéressant ici aussi, c'est que la propriété n'est plus centrée sur l'individu, mais sur le groupe et sa communauté, comme la jouissance de la loi, la religion, l'identité ne peut pas être réalisée individuellement, mais collectivement. Ce qui nous emmène ici à faire encore trembler la structure juridique, puisqu'on va dissocier les principes pro persona et pro homine. Je m'explique. Le principe pro persona, c'est ce principe moderne de pratique individuelle du droit, et le principe pro homine, c'est les droits de l'homme. Donc, dans l'art moderne, très rapidement, on associe la pratique individuelle du droit avec les droits de l'homme. Et ici, boum, non, on associe la pratique individuelle du droit, la pratique intersubjective du droit pour former les droits de l'homme. Tout ça, ça a des conséquences énormes quand on l'extrait du contexte argentin, quand on l'extrait du contexte autochtone, qu'on essaie de travailler les droits de troisième génération ici, chez nous, pour essayer de comprendre l'impact qu'a l'environnement sur le développement de nos vies, sur l'impact qu'on appelle en espagnol le bon développement des individus, qui est encore peu traduisible en langage juridique français et qui nous amène à nous demander s'il ne faut pas donc théoriser une nouvelle ère, une ère contemporaine, au sein de laquelle on viendrait incorporer l'égalité comme émancipation théorisée par la professeure Silvina Ramírez. Cet article 75-17 de la Constitution nationale est, à mon sens, la première proposition constitutionnelle à proposer un équilibre entre l'interférence et la non-interférence, c'est-à-dire entre la liberté positive et la liberté négative, la liberté moderne et la liberté ancienne. C'est un équilibre que je crois on a beaucoup cherché et qu'on ne trouve pas encore, qui est que on ne peut pas avoir une absence de contrôle et c'est-à-dire un libéralisme poussé à l'exergue, où justement un système autoritaire au sein duquel le collectif écrase le groupe. Et dans la pratique des peuples, la pratique autochtone, ce qui est très intéressant, c'est que l'individu se développe par le groupe, mais le groupe n'écrase pas l'individu. Mais si le groupe n'est pas en mesure d'exercer ses pratiques médicinales, religieuses, d'être sur ces terres historiques, de somme toute d'avoir un cadre qui respecte ce qu'on appelle la cosmovision, le groupe est en mauvaise santé et donc l'individu ne peut pas se développer à son échelle. Cette dimension intersubjective, on peut l'apprécier juridiquement justement par la reconnaissance de ces droits de troisième génération, mais à mon sens, on peut également la reconnaître dans une dimension politique. Et je vais également rapporter une notion qui est chère à l'Amérique latine et très peu abordée en France, qui est le gouvernement ouvert, mais qui sera l'objet certainement d'un prochain séminaire, euh, qui est que le gouvernement ouvert permet cette pratique étrange entre le groupe et l'individu. C'est une pratique au sein de laquelle on n'écrase pas, on a une répartition qui est horizontale du pouvoir avec de la transparence, de la participation, de la collaboration. Et le gouvernement ouvert a également été appliqué, et ça va me permettre de rendre la parole à Carolina, a été appliqué pendant la première convention constitutionnelle chilienne, puisque le Chili est l'un des pays pionniers et les plus actifs en termes de gouvernement ouvert. Eux parlent même d'État ouvert maintenant, c'est-à-dire qu'ils appliquent les principes de transparence, participation et collaboration au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire, aux villes et aux universités, donc plus seulement au pouvoir exécutif. Et ils ont appliqué ces principes-là durant le premier processus constitutionnel en invitant des peuples autochtones à participer, à donner leur avis et à coécrire ce qui s'est appelé le Borador. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation et pour ces pistes pour renouveler la pensée autour de ces droits. Et je pense que justement, j'invite évidemment tous les spectateurs et spectatrices de ce webinaire à nous poser des questions. Mais comme c'est toujours euh, compliqué de poser les premières questions, je vais me lancer pour pouvoir faire un lien et profiter des propos que vous avez pu développer chacune dans votre présentation. Euh,
Un des grands traits caractéristiques des questions des droits des peuples autochtones euh, euh, on- est celle de parfois avoir tendance à vouloir les isoler et à voir les examiner en vase clos. Jeanne, vous, dans votre présentation, vous avez justement essayé de montrer à quel point ces droits pouvaient, lorsqu'ils avaient toute leur potentialité, pouvaient questionner l'état lui-même et les conceptions qu'on peut avoir. Et également, Tamara, dans votre présentation, vous avez pu également montrer que leur mise en œuvre devait avoir une conception plus holistique, qu'on devait avoir une conception plus holistique et à travers l'analyse de ces droits, comment euh, ils peuvent infiltrer les autres droits et pour moi, c'est peut-être pour vous nous disiez en quelques mots dans quelle mesure la consécration, mais aussi la protection des droits des peuples autochtones profite à l'ensemble des droits fondamentaux. Dans quelle manière ces droits peuvent faire agir comme une capillarité et peuvent induire des modifications pour nos propres droits, enfin les propres droits, on veut dire les droits anciens hein, et ceux modernes également, de manière concrète, comment ils peuvent influer et leur protection, améliorer la protection des droits que nous avons déjà actuellement. Je ne sais pas si Tamara ou Jeanne avaient envie de rebondir sur cela. Euh, Comme je le disais à la fin de mon exposé, comment les droits ont pu influencer quand on parle de le règlement du dossier des personnes indiennes, c'est bien le règlement d'un recours collectif qui s'est servi de diverses sources juridiques pour pouvoir arriver à essayer de tenir compte de tous les dommages subis. Mais en même temps, on se rend compte qu'avec le temps, il y a des chercheurs qui regardent ce recours collectif, qui regardent le règlement et les composantes, puis qui l'adaptent à leur contexte particulier, c'est-à-dire par exemple le cas des LGBT que je mentionnais tout à l'heure, pardon, pour pouvoir trouver une solution beaucoup plus holistique, donc qui est un peu plus appropriée eu égard aux dommages subis. Donc, on n'est plus dans la dichotomie de dommages pécuniaires puis dommages moraux, mais on dépasse pour pouvoir essayer de compenser le dommage de façon beaucoup plus holistique et beaucoup plus large, essayer de trouver des réponses qui tiennent compte, dans le fond, de la totalité de la personne, qu'on pourrait même voir jusqu'à l'aspect même spirituel de celle-ci quant à la compensation. Puis on tient compte aussi de l'impact, des conséquences, pardon, sur le groupe dans le cadre des indemnisations pour reconnaître que ce n'est pas seulement une attaque sur un individu, mais que cette attaque-là a des effets sur d'autres membres de la collectivité. Je pense que c'est l'enseignement qu'on peut retirer du règlement des pensionnats indiens. Et d'ailleurs, ce genre d'approche a également été appliqué en Irlande relativement aux abus sexuels subis par les femmes irlandaises. Et vous vous rappelez que les Irlandaises qui étaient des mères, des filles mères, étaient placées en institution. Donc, dans le cadre de règlement, le gouvernement irlandais a regardé le dossier, le règlement des pensionnats indiens pour pouvoir trouver une réponse beaucoup plus holistique. Ici, on est face à une discrimination basée sur le sexe, puis à une exclusion sociale. Donc, on a utilisé certains aspects pour pouvoir avoir un règlement beaucoup plus holistique et essayer de tenir compte, de rebâtir la personne, mais de façon plus concrète au lieu de la rebâtir de façon abstraite. Ce serait mon élément de réponse. Merci. Et Jeanne, pour vous, est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous vouliez revenir? Non. Mais je vais juste poser une dernière question et je vois qu'il y a déjà plein de questions intéressantes hein, dans le chat. Donc, ne vous inquiétez pas, mais je voulais juste malgré tout poser une petite question liée au Chili parce que comme cela a été évoqué, le Chili a connu un processus constituant qui est actuellement, on va dire, en suspens, hein, après un deuxième échec d'une tentative d'adoption de constitution. Et c'est vrai que pendant toute cette période-là, au Chili, des choses très nouvelles ont été mises en place. Mais ce que l'on a ressenti, c'était également une forme de méfiance de la part des peuples autochtones à l'égard de l'État. Et je voulais peut-être demander à Tamara, peut-être si elle avait
Également dans le processus, dans toute cette histoire canadienne, quelle est la nature des rapports en réalité des peuples autochtones? Est-ce que ces traumatismes et ces douleurs et ces violations des droits qu'ont subi ces peuples autochtones, est-ce que ça induit une forme d'opposition entre l'État et les peuples autochtones? Et peut-être pour Jeanne, une question dans laquelle, si dans sa conception de l'évolution vers un État contemporain, est-ce que là, la participation des peuples autochtones aussi à l'élaboration même de la Constitution, est-ce qu'elle joue peut-être un élément important ou pas, d'après vous, dans cette nouvelle construction d'un État? Moi, il me semble être plutôt hypocrite de réécrire ce qu'on appelle les écritures laïques d'un État en Argentine sans inclure les personnes. Euh, on dispose aujourd'hui de beaucoup d'outils, et surtout d'outils numériques, même si je ne suis pas sûre qu'ils soient suffisamment sérieux pour être employés dans un contexte constitutionnel. Mais on est habitué aujourd'hui à une culture participative, voire collaborative et transparente, et que ce serait vraiment faire de mauvaise foi que de ne pas inviter les sujets qui sont concernés par les questions à la résolution des problématiques qu'ils rencontrent. Pour ma part, ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones et ce qui a trait aux tensions, beaucoup des avancées qui sont faites présentement sont à travers aussi les tribunaux. Je veux dire, la réponse est dans le fond un peu dans la question comment se fait-il qu'on entrevoit 58 ans avant que l'ensemble des appels à l'action soient réalisés alors que ces appels à l'action font appel à divers paliers gouvernementaux. On parle palier fédéral, provincial ainsi que municipales. Donc, on voit qu'il existe une résistance. On parle de changement de culture. C'est un changement qui est important. Puis c'est un changement qui fait appel à tout ce qu'on comprend. Puis je veux dire, je pense qu'au début, quand j'ai parlé du contrat racial, je pense que c'est un élément important qui fait partie de l'éducation publique parce que, bon, les gouvernements, comme vous le savez, sont élus, donc ils ont des bases aussi à satisfaire. Le gouvernement libéral a fait des avancées, mais son ministre, qui était à l'époque euh, le ministre des Affaires indiennes, a lui-même souligné qu'il avait des obstacles à l'intérieur même du gouvernement, c'est-à-dire de la structure administrative. Donc, quand on parle de changement, le changement, il y a des modifications législatives, il y a la Constitution, mais il y a aussi la culture organisationnelle, comment on perçoit l'autre qui a été construit pendant des décennies comme étant incapable, profiteur, bon, et on a oublié et effacé l'histoire. Et je pense que cette absence de connaissance de l'histoire amène des jugements qui fait que même le politique, lorsqu'il essaie de faire avancer des dossiers rapidement, se trouve face à certaines embûches. Donc, c'est cette relation-là qu'il faut rebâtir par la réconciliation. Et souvent, les Autochtones vous diront que la réconciliation est mal comprise. On pense que s'excuser puis refaire les mêmes actions constitue un acte de réconciliation. Or, la réconciliation exige un changement de paradigme. On peut penser à la situation qu'on a vécue il y a à peu près 4 ans où les Autochtones, les Wet'suwet'en, avaient fait des barrages pour pouvoir faire respecter leurs droits ancestraux. Et les médias, je pense que les médias ont un rôle important aussi à jouer. Les médias ont rapporté ces informations-là comme étant une crise, alors que dans le fond, c'était une demande de respect des droits ancestraux. Alors, tant qu'on n'aura pas cette éducation publique et cette compréhension de qui étaient les Premières Nations, qu'est-ce qu'elles ont apporté, qu'est-ce qu'elles apportent toujours, et ainsi que l'impact. Et c'est pour ça qu'au début de la présentation, quand je parlais de l'impact ou les conséquences des pensionnats indiens, les effets sur les structures sont fondamentales. Alors, en voulant détruire l'enfant, euh, en voulant détruire l'enfant, on a voulu détruire la transmission de la culture, la conservation des valeurs, la transmission de la langue. Alors qu'on sait très bien que sans valeur, sans langue, sans culture, il est difficile d'évoluer dans quelque société, quelle que ce soit. Il faut être capable de savoir qui on est pour pouvoir opérer socialement. Donc,
Donc, pour faire une réponse claire, il existe des tensions. Les tribunaux sont toujours appelés à trancher. La Cour suprême récemment a dit qu'en matière d'enfants autochtones, il fallait que tant l'État provincial que l'État fédéral collaborent. Il a fallu une décision de la Cour suprême pour le dire, alors que les appels à l'action datent de 2015. Alors, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Mais merci beaucoup pour vos réponses. Je vais relayer certaines des questions qui ont été posées par nos spectatrices et spectateurs, et notamment plusieurs aimeraient peut-être que Jeanne revienne sur la notion de gobierno abierto, de gouvernement ouvert, peut-être sur ses origines et des informations que peut-être vous pourriez donner sur voilà, ce concept. Et s'il est uniquement propre, on va dire, à l'Amérique latine, ou, enfin, moi, de ce que je sais, effectivement, ce n'est pas propre à l'Amérique latine, mais peut-être que vous pourriez donner plus d'éléments, Jeanne. De manière très brève, le gouvernement existait déjà au XXe siècle dans la doctrine juridique, mais il a surtout été consacré par l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, puisque sa première action a été de publier son mémorandum sur la transparence du gouvernement, un document d'une page ou deux qui dit que son gouvernement sera plus transparent grâce au principe de transparence, participation et collaboration. De là est né un engouement mondial, surtout qu'avec un parallèle avec l'open data, qui donc est l'un des piliers de la transparence, puisqu'on distingue dans le gouvernement ouvert la transparence passive, qui est consacrée dans l'article 15 de la DDHC, la transparence active, c'est-à-dire que enfin, que l'État doit mettre à disposition des informations, contrairement à la transparence passive où l'individu doit demander à l'État des informations. Et une dernière transparence qui est la transparence proactive, mais qui est encore en phase d'expérimentation, qu'il s'agit là de choisir les sujets d'open data. Euh, mais c'est encore un peu trop tôt pour en rapporter des conclusions concrètes. Et en 2012, pendant la 66e Assemblée générale des Nations unies, est créée donc à côté par 8 pays, dont les Philippines, le Mexique, la Norvège, les États-Unis et d'autres dont je ne me rappelle pas, l'Open Government Partnership, qui est une institution non onusienne dont l'adhésion peut être nationale ou locale. Donc la ville de Paris, par exemple, y adhère au même titre que la France. La France y a adhéré en 2014 avant d'accueillir le sommet en 2016. Et on s'est rendu compte, je dis on parce que j'évolue dans les sphères académiques de recherche là-dedans, on s'est rendu compte que c'était surtout l'Amérique latine qui avait adopté ces trois principes-là, peut-être parce que c'est moins en vieux monde, et ce sont des ordres juridiques plus récents, qui sont peut-être plus flexibles, à tel point qu'on dit que la langue du gouvernement ouvert est l'espagnol, puisque ce sont le Mexique, la Colombie, l'Argentine, le Chili, qui pour la première fois parlent de justicia abierta, parlamento abierto, et qui dénote beaucoup. Ce qui fait que d'ailleurs, la prochaine réunion internationale du gouvernement ouvert aura lieu à Madrid en novembre 2025. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On avait également une question sur la présentation de Tamara Termitus. C'était sur une loi, vous aviez évoqué dans votre présentation une loi vers la fin, vers une loi quasi constitutionnelle. Peut-être revenir parce que voilà, un des spectateurs voulait peut-être avoir plus d'éclaircissement sur ce point. Sur la question de la loi quasi-constitutionnelle, au Oui. Canada, comme vous le savez, les changements constitutionnels sont quasi impossibles. Alors, la façon de passer, parce que bon, c'est un État fédéral, il y a des pourcentages qui doivent être respectés, etc. Donc, l'Assemblée, c'est-à-dire l'ancien chef des Premières Nations, Phil Fontaine, alors qu'il faisait une présentation à McGill au mois d'octobre dernier, prenant acte du fait que les peuples autochtones n'étaient pas considérés comme des peuples fondateurs. Les deux peuples fondateurs sont les peuples français et anglais au Canada. Donc, ils ont passé à regarder la question d'une loi quasi constitutionnelle, un peu comme les lois qui protègent les droits de la personne. Donc, ces lois-là ne sont pas constitutionnelles, mais elles sont perçues comme des lois ayant
pouvoir plus fort que les lois ordinaires. On peut penser à toutes les lois qui protègent les droits fondamentaux. Donc, cette loi quasi-constitutionnelle permettrait de reconnaître les peuples autochtones en attendant qu'il y ait une réouverture de la Constitution. Puis comme vous le savez, depuis 82, il y a eu des tentatives pour réouvrir la Constitution, mais la complexité d'une telle aventure, parce que c'est une aventure, rend les choses beaucoup plus compliquées. Donc, dans un esprit de réconciliation, de prévoir une loi de nature quasi constitutionnelle, comme celle qui protège les droits de la personne, pourrait permettre, euh, pourrait permettre une évolution quant à la reconnaissance, qui semble pour moi relativement évidente, des peuples autochtones comme étant l'un des trois ou encore le peuple fondateur. Mais bon, pour le moment, on parle d'un des trois peuples fondateurs. C'est la réponse que j'offre. Parfait, c'était très clair et ça permet aussi de mettre en relief là, une des grandes spécificités constitutionnelles du Canada. Euh, une question a été posée, je pense elle peut trouver à vous questionner toutes les deux sur la question de la propriété communautaire. Cette question déjà d'une part, de l'attachement des peuples autochtones à leurs terres, hein, et à la question de la terre, qui est une question qui est toujours centrale pour les peuples autochtones, et qui est voilà, la source hein, de beaucoup de conflits. Euh, D'une part, peut-être mettre en relief la spécificité de cette question et de cette question des terres. Je sais que au Chili, lors du premier processus constituant, le premier projet de constitution envisageait tout un processus pour la restitution des terres. Et ce processus était particulièrement détaillé hein, dans le premier projet de constitution. Et finalement, bon. Une fois que ce premier projet de constitution a été rejeté par le peuple le 4 septembre 2022, voilà, on a évacué cette question des terres et elle n'est pas revenue vraiment de manière frontale dans le deuxième brouillon, dans le deuxième tentative de projet de constitution. Mais c'est une question qui est importante et justement cette question de propriété communautaire, si on la développe, si on la pousse dans le cas des peuples autochtones. Est-ce que une des questions, c'est de savoir si cette question de cette propriété communautaire dans le cas des peuples autochtones n'est pas celle qui finalement va être à la base des conflits juridiques avec l'État, qui lui reste ancré ou en tout cas très attaché à la propriété vue comme individuelle. Et je veux d'abord rapporter mon expérience chilienne, parce qu'en effet, pendant que le premier borrador était en train d'être écrit à Santiago, le Chili était inondé de fake news sur il y avait une théorie du complot fantastique sur les Mapuches du Chili et d'Argentine qui allaient s'allier pour occuper tout le sud de l'Amérique latine, que du coup toutes les routes touristiques du sud du Chili, Final del Mundo jusqu'à Ushuaia, seraient fermées et qu'on aurait une sorte de nouveau monde. Autochtone, ce qui a été fondamentalement démenti hein, par beaucoup de Mapuche qui plus est, aujourd'hui vivent un peu, vivent plus tellement en communauté sur ces terres-là, vivent comme des personnes lambda, ont un travail et vivent dans une maison comme les nôtres. La question surtout, elle se pose avec les entreprises et les grandes entreprises qui trouvent beaucoup d'intérêt dans l'exploitation des ressources naturelles. Et parfois, euh, je dirais pas la complicité, mais la complicité indirecte par le manque par le manque d'intervention de l'État dans les conflits. Sachant que l'article 75-17 donne aux peuples autochtones le droit de gérer les ressources naturelles qui sont sur leur terre. Mais quand un grand groupe arrive, il arrive souvent que ben, ces deux parties se retrouvent dans une salle et que ce soit donc des grands avocats versus des peuples autochtones qui aujourd'hui reçoivent de l'aide juridique évidemment et même font des études de droit. Il y a une asymétrie de pouvoir qui est assez impressionnante et qui n'est pas toujours palliée par l'État. Ce qui fait que généralement, ils se font écraser. Et puis, les affaires montent à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et donc, nous avons une plénitude jurisprudentielle qui condamne l'Équateur, le Brésil, le Chili, l'Argentine pour inaction et complicité
dans, dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Ce fait que oui, souvent, c'est source de conflits. Qui plus est que donc, ce sont des terres qui sont très belles et qui sont aussi des objets de tourisme, hein. Moi, j'y suis allée, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et donc, si c'est fermé, c'est une perte économique importante. Donc, je pense en effet que la possession de ces terres communautaires est sujet de conflit, surtout que les personnes qui doivent traiter ces sujets-là ne comprennent pas toujours ce que c'est qu'une cosmovision et n'ont pas cette spiritualité, ne comprennent pas cette transcendance que les peuples autochtones ont avec des objets qui pour nous sont des objets matériels comme la nature, qu'on peut brûler, couper, déplacer, remplacer. Alors que pour les peuples autochtones, ça porte une valeur très importante parce que justement, il n'y a pas de hiérarchie entre l'humain et la nature. C'est horizontal, c'est même parfois des valeurs divines. Et c'est compliqué d'aborder ces questions-là quand les deux parties ne sont pas habitées par la même transcendance ou n'ont pas conscience de la valeur religieuse qu'ont ces objets-là. Je ne sais pas si c'est une valeur religieuse, je ne sais pas si c'est spirituel plus que religieux, je ne sais pas si C'est c'est plus religieux en spirituel que tant que tel. religieuse. Je pense. Mais pour ce qui est du Canada, ce qui a trait au territoire, vous savez que les Autochtones ont été confinés dans des réserves. Alors, il y a présentement beaucoup de litiges en ce qui a trait à la négociation de traités modernes, et aussi la restitution de parties de territoire que les Autochtones avaient de façon historique parce qu'ils n'ont jamais été expropriés. Il y a eu des ententes, puis plus le temps a passé, plus les territoires se sont amoindris et les réserves sont devenues de plus en plus petites. C'est des peaux de chagrin. Puis pour ce qui est de la Déclaration des droits autochtones prévoit aussi des mesures pour protéger les droits des Autochtones à cet égard. Le Canada a accepté cette déclaration, mais toutes les provinces ne l'ont pas encore signée. Donc, cette asymétrie comme de pouvoir, ça s'applique aussi dans un État fédéral. Alors, je vais me limiter à ça puisque time is up, comme ils disent. Merci, je reprends la parole. Je remercie toutes les trois, Carolina, d'avoir été modératrice et d'avoir lancé le débat, et puis Jeanne et Tamara pour avoir été extrêmement riches dans vos présentations. Je n'ai pas réussi à tout prendre en note, donc je conseille à ceux qui ont suivi, voudraient réécouter, que bientôt les présentations seront sur YouTube, donc on n'a rien raté. On se dit quand même que ce serait intéressant de continuer cette conversation, ce que suggérait Jeanne, c'est vrai, sur une thématique, enfin, vous avez tiré beaucoup de fils, voilà, sans avoir le temps de creuser, et donc, pourquoi pas reproposer un autre atelier sur une thématique similaire, ou sur un sous-thème que vous avez abordé. J'en profite pour rappeler que l'appel est ouvert pour une proposition à des séminaires l'année prochaine, donc si vous êtes enseignant, enseignant-chercheur, chercheur, l'appel est ouvert jusqu'au 2 avril. Je pense que l'appel circule dans le chat en tout cas, donc n'hésitez pas. Donc merci à toutes les trois, parce que je pense que le public, vu les questions pointues qui sont arrivées dans le chat, avait largement de quoi nourrir aussi une réflexion. Je veux dire, chacun d'entre nous, je pense, avait en commun de s'intéresser à ce sujet sous des angles divers, et on a trouvé pas mal de réponses à nos questions en tout cas. Euh, pour conclure ce séminaire ce soir, remercier le public également d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Je voulais vous rappeler qu'il nous reste encore 2 séminaires. C'était le 5e, donc il nous reste le 6e et le 7e. Alors on va faire une petite pause et on se retrouve, que je prenne mon calendrier, le 14 mai pour un sujet sur la gestion des sécheresses entre politique publique et initiatives locales. Et puis ensuite le 4 juin, avec une discussion autour de 2 ouvrages qui ont été donc sélectionnés pour être publiés aux presses universitaires de Rennes par l'Institut des Amériques, et qui portent bien sûr sur les Amériques. Donc on vous invite aussi à suivre ce webinaire, toujours en Zoom bien évidemment, et toujours aux mêmes horaires, le mardi soir, donc à 17h. Merci à tous. Je pense que notre assemblée en distanciel va se terminer assez brutalement de mémoire. Valérie coupe tout d'un coup. Donc, merci mille fois à toutes les trois. Et puis, merci au public. Merci Valérie pour l'assistance technique. Et puis, à très bientôt. J'espère qu'on se recroisera au Canada, peut-être, Tamara. Je ne suis pas sûre que j'aille jusqu'en Argentine, mais le terrain du Canada, je connais bien en tout cas. Mille merci et à très bientôt pour un autre webinaire.